Alors nous sommes toujours dans ce salon, ce 26e salon du livre à Hermillon, et notre parrain cette année c'est Michel Butor. Alors Michel Butor, bonjour. Bonjour. Alors ne m'en voulez pas, je ne vous connais pas. Ah mais vous n'êtes pas le seul. Bon, et bien justement nous allons faire connaissance parce que quand on m'a dit notre parrain c'est Michel Butor, alors évidemment j'ai fait des recherches. Oui. Et je pense que le sujet va être intéressant et j'espère que tout le monde va apprendre à vous connaître parce que moi ça me fait plaisir de faire votre connaissance, surtout vu le parcours et ce que vous avez fait. Alors comment on vous décrit? Alors d'abord avant de parler de vous, pourquoi vous avez accepté d'être le parrain de cette édition du Salon du Livre? Parce qu'on me l'a demandé très gentiment. C'est une bonne raison. Voilà. Mais il y a peut-être une attache de cœur. Quoi, je n'avais aucune raison de refuser. Hein. J'habite pas très loin. Pourvu qu'on puisse me transporter, il n'y avait pas de problème. Et j'étais jamais venu dans le coin ici. À la Maurienne, vous ne connaissez pas? Non, je ne connaissais pas la Maurienne, alors je me suis dit, tiens, bonne occasion. Et vous voilà ici parmi nous. Et un temps magnifique. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce salon? Alors, vous avez pu faire un petit tour? Ben, j'ai pas vraiment pu faire un tour, mais je pense qu'il est très bien ce salon. Bon, et qu'il faut plus il y a de salons, mieux c'est. Et surtout que celui-là, il dure depuis 26 ans déjà. Hein. Oui, mais oui, c'est très très bien. Il faut qu'il continue. Et on rappelle quand même que c'est aussi fait par des bénévoles qui depuis 26 ans font perdurer ce salon du livre à Hermillon. Eh bien, c'est très très bien. Bravo. Alors parlons de vous maintenant, Michel. On va faire connaissance avec vous. Donc, j'ai regardé. Vous êtes notamment connu pour le prix Renaudot en 1957 de votre livre qui s'appelle La Modification. Oui, c'est très vieux ça, vous vous rendez compte? Totalement. 1957. Mais ça a marqué une génération parce qu'il était spécial ce livre. Alors, je suis très touché par le fait qu'un si vieux livre, on en parle encore. Mais pourquoi d'après vous on en parle encore? Je ne sais pas, ça devait être assez intéressant. Il avait une particularité dans la manière dont vous l'avez écrite aussi, qui changeait un petit peu, c'était hors du commun. Oui, il y avait beaucoup de particularités. Il y en a une qui est en particulier, c'est le cas de le dire, il y en a une qui a beaucoup frappé les gens, c'est un livre écrit à la deuxième personne. Et on n'avait pas l'habitude de voir des romans écrits à la deuxième personne. Du pluriel. Du pluriel, oui, parce que en français, c'est la forme de politesse. Ouais. Et ça a posé des grandes difficultés de traduction, d'ailleurs. Alors pourquoi, quelle était votre démarche quand vous avez commencé à écrire ce roman en utilisant cette deuxième personne du pluriel? Eh bien, en général, on écrit des romans à la première personne, c'est-à-dire quelqu'un raconte sa vie, ou bien on raconte l'histoire à la troisième personne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en dehors de l'auteur et on raconte ce qu'il a fait. Et j'avais essayé d'écrire ce livre à la première personne, ça ne marchait pas. D'accord. J'ai essayé à la troisième personne, ça ne marchait pas non plus. Je me suis dit, mais en français, on a 3 personnes, pourquoi ne pas essayer d'écrire avec la troisième, c'est-à-dire la seconde, là. Et là, ça a marché. Alors donc ensuite, on m'a posé énormément de questions et j'ai essayé de réfléchir pourquoi. Mais d'abord, c'était parce que comme ça, je pouvais l'écrire, autrement, je n'aurais pas pu. Voilà. Et c'est un peu... c'est vrai qu'en anglais, il n'y a que 2 personnes, quoi. Mais en français, vous avez voulu utiliser cette particularité. De quoi? De la personne. C'est vrai que quand on veut vous voyer ou tutoyer en anglais, on dit toujours you. Ah oui, aujourd'hui. Autrefois, il y avait une deuxième personne du singulier. D'accord. Chez Shakespeare, donc, il y a une deuxième personne du singulier. Alors, en anglais, aujourd'hui, donc, il n'y a que la deuxième personne du pluriel. En français, on a cette richesse extraordinaire. C'est que on peut évoluer entre le singulier et le pluriel pour indiquer, disons, le degré de familiarité qu'on a avec la personne, etc. Dans d'autres langues, il y a toutes sortes d'autres moyens. Par exemple, en espagnol, c'est la troisième personne qu'on utilise, etc., etc. Alors, l'utilisation de la deuxième personne a un avantage, c'est que ça prend le lecteur d'une façon tout à fait particulière. Alors, évidemment, il n'y a pas que moi qui racontais des histoires à la deuxième personne. Si on étudie un peu l'ensemble, on voit qu'il y a des livres dans lesquels on étudie
on utilise beaucoup la seconde personne pour raconter des histoires. Ce sont les livres pratiques. Vous voyez, par exemple, les livres de cuisine. On dit, pour faire une blanquette de veau, vous prenez, etc. Oui. Donc, c'est pas tellement extravagant. Oui. Et on comprend bien que c'est une personne qui est très active. Ça change la façon dont on lit le livre. Ou bien, il y a d'autres cas, c'est dans les romans policiers ou tout simplement dans les tribunaux. Les gens, les accusateurs, le procureur de la République dit aux prévenus « vous avez fait ceci, etc. etc. » Et l'autre, même si ce n'est pas vrai, il se croit obligé de croire ce qu'on raconte de lui. Donc dans un roman comme celui-là, on implique le lecteur malgré lui. Le lecteur est impliqué d'une certaine façon pour, si vous voulez, c'est pour que ça travaille dans sa tête et qu'il réfléchisse à un certain nombre de questions d'une façon très douce. C'est pourquoi j'ai utilisé la formule de politesse, pour que ce ne soit pas trop violent, parce qu'il y a une violence là-dessous. Et on veut je voulais que le lecteur soit aussi actif que possible. Parce que, en général, on lit d'une façon très paresseuse. On est content quand on retrouve ce qu'on a l'habitude de lire, etc. Moi, j'avais envie de faire un peu autre chose. Donc, je voulais bien faire sentir au lecteur qu'il était impliqué dans la lecture. Et les subtilités de la langue française, vous les connaissez bien, puisque vous avez été professeur, et dans les plus grandes écoles d'États-Unis, de Suisse, de France aussi. Oui, j'ai gagné ma vie comme professeur. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous échappent dans la littérature ? Bien sûr. Quoi donc ? Bien sûr. Je peux dire que j'ai passé ma vie à étudier la langue française et la littérature française et à l'enseigner. Mais je la connais toujours pas. Oui. Je découvre toujours des choses nouvelles. Et quand on connaît très peu de choses, on s'imagine qu'on sait tout. Mais quand on connaît un peu plus, alors on s'aperçoit toujours qu'il vous manque des quantités de choses. Alors, donc, j'ai passé ma vie à enseigner la langue française et la littérature française, mais j'ai encore à l'apprendre. Oui. Tous les jours, j'apprends des choses nouvelles. J'ai entendu dire aussi que vous aviez cessé avec le romantisme. Est-ce que c'est vrai ? J'ai cessé avec le roman. Avec le roman. Avec le roman. J'ai publié 4 romans. Mais le dernier roman que je l'ai publié en 1960. Vous voyez, il y a 55 ans que je ne publie plus de romans. Qu'est-ce que vous faites alors maintenant ? J'ai fait beaucoup d'autres choses. D'abord, j'étais professeur, donc j'ai publié beaucoup de livres sur la littérature, et puis aussi sur la peinture, sur la musique, etc. Et puis, j'ai essayé d'inventer des choses nouvelles. Donc, Le livre-objet, par exemple ? Par exemple, des livres-objets. Et qu'est-ce que c'est qu'un livre-objet ? C'est un livre dans lequel on voit que c'est un objet qu'on tient dans les mains. Ce que tout le monde sait, bien sûr, mais que tout le monde oublie en général. Maintenant, on commence à s'en apercevoir mieux parce que le livre habituel a des concurrents très importants avec l'électronique, les liseuses, etc. Donc, on commence à réfléchir sur ce que c'était que le livre. Et moi, ça m'a toujours passionné, les livres, et de même que je suis toujours en train d'apprendre le français, de même, je suis toujours en train d'apprendre ce que c'est qu'un livre. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu désabusé quand on voit la tournure que prend notre langue française avec le langage SMS, il suffit des fois de lire le journal et de voir des fautes de tournure ou autre, ça doit peut-être vous irriter tout ça. Mais de toute façon, les langues évoluent. Les enfants ne parlent pas tout à fait la même langue que leurs parents. Alors évidemment, plus les petits-enfants, encore moins que leurs grands-parents, etc. Donc, de toute façon, il y a des problèmes qui se posent.
la langue du XXIe siècle n'est plus la langue du XXe siècle. De même, la langue du XXe siècle n'est plus celle du XVIe ou du XIIIe siècle. Hein. C'est évident. Donc, le français évolue. Et il évolue d'une façon qui est plus ou moins intéressante. Il y a des langues qui se dégradent, si vous voulez. Il y a des langues qui, au contraire, deviennent de plus en plus riches. Alors, les écrivains sont là pour rendre les langues plus riches. Bon. Et vous y participez? Ah ben, je fais tout ce que je peux. Parce que notamment en 2013, vous recevez le prix de la SACEM. Le prix? Le prix de la SACEM. Non, de l'Académie française, de littérature de l'Académie française. Ah, mais j'ai eu les deux. J'ai eu aussi. Ah, aussi, c'est bien ce qui me semblait. La SACEM pour des poésies. Oui, j'ai eu le prix de la SACEM pour la poésie. Et puis l'Académie française pour l'ensemble de mon œuvre. Alors là, ça fait quoi d'être reconnu par ses pairs et notamment l'Académie française? Oh, mais bon, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Hein. C'est magique. Ouais. Magique, c'est peut-être trop dire. Mais enfin, ça m'a fait plaisir, ça m'a flatté. Voilà, je suis très heureux de recevoir des prix. Alors là, vous êtes ici sur ce stand où vous présentez votre dernier livre? Ah non. Pour le plaisir, comme ça, de rencontrer. Je suis venu ici parce qu'on me l'a demandé. Alors, il y a un certain nombre de mes livres qui sont là, c'est très bien. Vous savez, j'ai publié beaucoup de livres. Oui. On est en train de les ressortir d'ailleurs en intégrale, il me semble aussi. Ah, j'ai publié aussi mes œuvres complètes. Ouais. Voilà. J'ai publié mes œuvres complètes aux éditions de la Différence en 12 gros volumes, mais vraiment des très gros volumes. C'est magnifique, mais c'est pas très maniable. Mais ceci dit, ce qui est dans les gros... On peut prendre une partie de ce qui est dans les gros volumes pour le mettre dans des livres de poche, ou bien dans des liseuses électroniques. Vous n'êtes pas contre la liseuse électronique? Mais pas du tout. Je trouve que c'est un peu primitif pour l'instant, vous voyez. D'ailleurs, beaucoup de choses dans la toile, etc., sont encore très primitives. On est simplement au début d'un nouvel état du livre, parce que une liseuse, c'est un livre aussi. Hein. C'est un livre qui fonctionne différemment du livre imprimé que nous avons connu, que nous connaissons encore, le livre qui est à l'intérieur de ce salon, par exemple. Donc, ça fonctionne autrement. Mais les livres qui sont dans ce salon, on les imprime tout à fait autrement qu'au siècle passé. Et avant qu'il y ait des livres imprimés, il y avait des livres manuscrits. Et il y a encore aujourd'hui des livres manuscrits, d'ailleurs. Et ainsi de suite. Le thème de ce 26e Salon du Livre à Herbillon, Michel Butor, c'est l'art de lire. C'est l'art de lire. Non, c'est l'art en livre. L'art en livre. Oui. Alors, comment vous interprétez? L'art de lire, c'est une chose, et puis l'art et le livre, ou dans le livre, c'est autre chose. Donc l'art, c'est la peinture, la sculpture, etc. Puis on peut développer ça, on peut élargir ça en disant la musique, le cinéma, la télévision même. Alors c'est sûrement pour ça que vous étiez aussi c'est sûrement pour ça que vous êtes aussi le parrain, parce que justement vous aussi vous avez fait je vais y arriver, cette approche de livre et de la sculpture et de la peinture. Oui. Vous aimez mélanger le tout, vous aimez l'art en général. Ah ben j'aime les arts en général, bien sûr. Les artistes se donnent beaucoup de mal pour nous faire comprendre la beauté du monde, nous faire sentir la beauté du monde. Alors bon, je suis très sensible à cela. Et les artistes m'ont beaucoup aidé à vivre. Et ils m'ont beaucoup aidé à écrire aussi, parce que tout ça est étroitement lié. Alors, puisqu'on parle d'art, je vais vous poser des questions très brèves. Enfin, votre réponse va être très brève. C'est un questionnaire chinois. Ah. Et on va essayer de vous découvrir comme ça pour terminer. Qui est Michel Butor? Si par exemple vous étiez un roman, vous sauriez lequel? Si j'étais un roman, je voudrais être la comédie humaine. De Balzac. De Balzac. Oui. Pourquoi? Ah ben parce que c'est formidable. D'accord. Oui. C'est une excuse qui est suffisante, vous me direz. Et si vous étiez une peinture célèbre? Si j'étais une peinture célèbre, ah ben là, il y en a tellement, je ne peux pas choisir. Mais enfin bon, disons la Chapelle Sixtine, c'est pas mal. Hein. Ah, je suis d'accord. Ah oui, moi je suis d'accord. Une sculpture célèbre? Une sculpture célèbre? Bon, l'Auris de Delphes. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette... Parce que c'est très beau. D'accord. Voilà. Et ce sont des arts, des œuvres qui vous touchent particulièrement? Ah ben oui, mais il y en a beaucoup d'autres.
il y en a beaucoup d'autres Oui, ça, qui on me l'avait touchent compris, mais, particulièrement. On sent Là, que vous êtes très sensible. Oui. voilà, je vous ai dit ce qui m'est venu comme ça, là. Bon. D'accord, c'est le but. C'est intéressant d'ailleurs. Pourquoi est-ce que, pof, l'origine de Delphes, bon, À examiner, à étudier de près. Pourquoi? Quoi? À étudier de près. À étudier de Pourquoi près. effectivement, d'un seul coup, vous choisissez ça? Ouais, voilà. Alors, si vous étiez une poésie, Pardon? si vous étiez une poésie, Une poésie. ouais. Si j'étais une poésie, l'invitation au voyage. Si vous étiez un autre écrivain, Si j'étais un autre écrivain, ah ben, j'ai déjà parlé. Je sais pas. Moi, les deux écrivains que j'admire le plus dans la littérature française, c'est La Fontaine et Rimbaud. Alors, si je pouvais être les deux à la fois, ça D'accord. serait formidable. je prends. Si vous étiez une fleur de montagne, Si j'étais une fleur de montagne, la gentiane, la grande gentiane. ah oui, c'est vrai. Si vous étiez un instrument d'écriture, Un instrument d'écriture, un ordinateur. un ordinateur. Ben oui. Moi, je pensais que vous alliez dire le stylo, la plume, mais... Ah ben, j'utilise aussi. D'accord. Vous J'utilise utilisez la aussi. plume aussi, d'accord. Moi, vous voyez, j'ai mon plumier sur moi. Ah, d'accord. Voilà. Ah, il est intéressant de montrer le plumier. Alors Voilà. Alors, j'ai différents. Si vous me permettez, je vais le montrer à la caméra, comme ça, là. Voilà, allez-y. Voilà, le plumier de Michel Butor, avec, oui, on y voit le fameux stylo, le crayon papier, c'est très essentiel. Ah oui. Parce que ça permet de... Le crayon papier, c'est essentiel pour faire des dédicaces de livres d'artistes. Vous les faites au crayon papier. Toujours, oui. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme plus distingué. D'accord. Mais il n'y a pas de stylo plume. Il n'y a pas de... De stylo plume. Ah non, il n'y a pas de stylo. Vous plume. êtes surtout très stylo bille ou à encre gel. C'est trop salissant. C'est trop salissant. D'accord. Et dans une petite trousse qui est très sympa d'ailleurs. Voilà, et ça, donc ça c'est une Bah trousse voilà, donc japonaise. on sait maintenant les secrets du plumier. Et pour terminer, Michel Butor, si vous étiez un smiley dans un langage, quoi? un smiley, vous savez ces petits Oui. personnages qui sourient, qui pleurent, je sais pas, Oui. vous seriez lequel? Oh, ben, j'essaierai d'être celui qui sourit. Celui qui sourit, tout simplement. Et vous avez toujours le sourire et ça fait plaisir. C'est un grand moment de bonheur. Hein. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je ne me connaissais pas et je regrette un peu. Et ben, j'ai été vraiment très enchanté, Michel Butor. Eh bien, écoutez, Merci beaucoup. tant mieux, voilà. À bientôt.